ça ira plus loin. En tous les cas, on voit bien si on... Écoutez bien son intervention à elle. C'est elle qui me fait le plus de peine. Elle qui était si enthousiaste. Elle qui propageait le mensonge occidental quand ils pensaient tous que eux, ça allait être eux qui allaient manipuler Donald Trump pour que Donald Trump fasse le sale boulot à leur place. On sent Poutine tellement déterminé à pousser son avantage en ce moment, avec les livraisons d'armes américaines qui sont en train de s'arrêter, en tous les cas pour certaines armes, avec quand même une armée russe qui est en train de monter en puissance. Il y a 15% de plus d'effectifs dans l'armée russe aujourd'hui qu'il n'y en avait au début de la guerre. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans ce live. Alors, nous allons faire Military Summary parce que j'ai vu que hier Military Summary en français a publié une mise à jour de la situation en Ukraine. Ensuite, nous irons commenter une vidéo de LCI, en tout cas. À moins que vous ayez des choses à me partager ou si vous voulez me joindre, vous pouvez toujours me joindre sur les numéros de la chaîne comme d'habitude, puisque aujourd'hui je suis en live et je suis disponible pour vous répondre. Donc, nous venons de finir l'analyse de la carte ou en tout cas de la situation du front ukrainien ou des affrontements militaires entre l'Ukraine et la Russie. Nous allons passer par l'analyse de cette vidéo de LCI dont je vous ai parlé. Il y a une certaine logique dans les opérations de combat et les troupes se retrouvent dans différents territoires. Mais vous savez, nous avons ce vieux dicton qui n'est ni un proverbe ni une parabole, mais une vieille règle. Partout où un soldat russe pose le pied, c'est à nous. Et voilà, tout est dit. Alors, l'analyse, Xavier de Giacomoni, vous l'avez entendu. Bonjour Xavier, notre éditorialiste international avec Magali Barthez. Bonjour Magali. Bonjour. Et le général François Chauvency, consultant militaire LCI. Oui, quand on se demandait pourquoi pousser un peu plus loin pour l'armée russe, en fait, c'est le président russe qui nous explique tout. Enfin, il y a 3 points. Bon, d'abord là, on est sur une autosatisfaction de Vladimir Poutine et puis une phrase choc quand même, hein, parce que ça veut dire qu'il ne va pas s'arrêter. Tant qu'il pourra continuer, il continuera et tout ce qu'il aura pris sera russe. Bon, déjà. Alors, je suis obligé d'arrêter ici parce que franchement, de tous les propagandistes ou de tous les généraux ou colonels propagandistes que nous avons vus sur LCI, celui qui semble le plus se détacher et qui semble le plus objectif dans la prolongation de ce conflit semble de plus en plus être Chauvency. Et donc ici, parce que moi j'ai vu la vidéo en entier, et c'est pour cela que je trouve qu'il est intéressant qu'on l'analyse, il va dire des choses qui sont très percutantes, ou en tout cas qui sont très pertinentes par rapport à la situation. Déjà, je dirais, géopolitiquement, on peut se poser des questions. Maintenant, sur le fait de ce village, il y a une portée symbolique. Oui, ça a été souligné, ça dépasse une frontière administrative, on rentre dans un autre oblast, certes. Mais en fait, ce n'est pas les limites administratives qui font la guerre. La guerre, c'est le terrain. Et le terrain, c'est quoi? C'est percer à cet endroit-là pour envelopper Pokrovsk qui se trouve au sud-ouest et couper cet axe. Il coupe un axe en plus. Hein, et aller entre Kramatorsk au nord et Pokrovsk au sud, en quelque sorte. Donc ce serait juste pour prendre en tenaille cette fameuse ville de Pokrovsk. Ça fait des semaines que la Russie essaye de s'en emparer. Ils ont essayé de prendre, les Russes ont essayé de prendre par le sud-ouest, ça n'a pas marché. Ils sont bloqués depuis des semaines, ils n'arrivent pas à progresser, ils sont aux limites, aux lisières même de la ville, mais ils n'arrivent pas à avancer. Donc maintenant, ils ont trouvé un nouveau chemin, un chemin au centre, à équidistance pratiquement entre Kramatorsk et Pokrovsk. Cette carte est intéressante parce qu'elle vous montre la situation. Les Russes, contrairement à ce que disaient les propagandistes avant, je crois que maintenant ils ont le contrôle total de Lugansk ou de Louhansk, de Donetsk, de Zaporizhzhia bientôt. Ils sont en train de rentrer dans Dniepro. Kherson, ici, là, ça ne bouge plus. Mais je pense que Kherson, on ne va pas contester. Et c'est pour cela que je vous dis qu'entre Kherson et... comment ça s'appelle, Odessa, eh ben, il y a juste la jonction à faire. Mais vous voyez que là, si, comme ils sont en train de rentrer à Soumy et à Dniepro, eh ben, ça va plus être 20% de l'Ukraine qui sera perdue. On va rentrer dans les os comme 30% ou quelque chose comme ça. Bon, maintenant, la conquête de Soumy n'est qu'au début et peut-être qu'ils n'iront pas jusqu'au bout, mais ils sont déjà rentrés dedans. Et ben, par contre, là, si ce scénario continue, on peut dire que voilà,
nous sommes en train d'assister à la fin de la conquête de Donetsk. Et là, il y a une faiblesse apparente qui est constatée et où les Russes semblent s'engouffrer, alors s'engouffrer peut-être un terme un peu fort, semblent pénétrer, même s'il y a des combats. Mais quand vous voyez les images qu'on nous a présentées, si elles sont bien de cette région-là, vous voyez la difficulté du combat. On voit à des kilomètres, il n'y a rien pour se protéger. Ce sont des villages rues, donc ça va être maison par maison, avec énormément, de zones couvertes par les tirs et par les drones. Donc on peut comprendre aussi que l'avancée sera difficile et que les contre-attaques ukrainiennes, dès lors que les Ukrainiens auront amené des réserves, s'il n'y avait pas eu de réserve à ce moment-là, pour combler le trou, puisqu'à priori, il n'y avait pas de menace apparente, même si on regarde les cartes depuis maintenant plusieurs semaines, la progression était réelle dans cette zone-là. Les cartes SW montraient bien que dans ces directions-là, il y avait une progression russe. Donc je pense qu'il y a des réserves ukrainiennes, je pense qu'il y a des contre-attaques possibles, mais maintenant, effectivement, c'est un coin d'enveloppement. Alors ça peut être un enveloppement soit vers l'ouest, pour entourer Pokrovsk qui ne tombe pas, soit vers le nord, pour une autre ville que je trouve à 15 km, qui serait une zone fortifiée et qui permettrait effectivement d'affaiblir durablement le front ukrainien. Donc ça a du sens militairement pour vous? Militairement, pour moi, ça... Voilà. Donc, vous attendez ici, contrairement à ce qu'ils nous ont bassinés pendant des années, et c'est exactement ce que je vous disais. Une fois que l'armée russe arrivera aux frontières de Donetsk, de Louhansk, du Donbass, de Zaporizhia, les zones qui viennent après sont des zones non seulement où l'armée ukrainienne n'était pas préparée, mais c'est du plat. Et pour l'armée ukrainienne qui est en train de fuir, ça sera très difficile. Parce qu'avant ça, ils faisaient des replis dans des zones qu'ils avaient déjà préparées. Mais maintenant, ils font des replis dans des zones où ils ne se sont pas préparés. Et donc là, l'avantage du terrain, l'avantage d'attendre les Russes, l'avantage d'être protégé des attaques russes qui viennent, sera perdu. Comme l'a dit Chovancy, ils vont être mano à mano. C'est du plat, on voit tout arriver, on voit l'autre arriver. Donc là, c'est celui qui va avoir le plus de puissance de feu, le plus d'ingéniosité, qui va probablement l'emporter. Puisqu'il n'y a pas de relief pour protéger qui que ce soit. Donc, ils vont se pilonner à coups d'artillerie et on sait qu'à ce jeu-là, la Russie est supérieure à l'Ukraine. Voilà pourquoi, même si la progression russe sera probablement plus lente que prévu, elle devrait se faire quand même beaucoup plus vite que ce qu'elle a fait les 3 dernières années. Complètement du sens, et je crois qu'entre les déclarations de Poutine qui sont, je dirais, provocatrices, la réalité administrative qui n'a pas de sens en temps de guerre, sauf symbolique, c'est important pour ça, la réalité là, elle est militaire, c'est le chemin que les Russes ont trouvé pour finalement enfoncer la ligne ukrainienne et essayer d'envelopper les villes dont je viens de parler. Ouais. Xavier. Oui, cette démonstration, elle est implacable. En fait, on est juste à la lisière quasiment des 3 oblasts. Limite, j'ai de la peine quand je les attends parler. Quand je les attends dire le mot implacable, limite, j'ai envie de pleurer. Et ils se rendent compte à quel point pendant des années ou pendant des semaines et des semaines, ils ont vendu des chimères aux Ukrainiens. Et que là, il n'y a plus moyen quasiment de sauver le front ukrainien. Que le front ukrainien... Et il s'efforce de ne pas dire le mot, le front ukrainien est percé. Parce que le front ukrainien, c'était dans les 4 oblasts. Mais là, ils sont passés derrière le front ukrainien. Et la menace maintenant, c'est que de derrière le front, ils se fassent déborder. Puisqu'il est beaucoup plus facile de circuler derrière le front que devant le front. Qu'on voit sur la carte, on a Donetsk dans l'est, Zaporizhia vers le sud, Dnipro dans le nord-ouest. Alors la petite ville Dachnoye, qui veut dire aussi Dacha d'ailleurs, dont on parle, elle se situe juste à la limite entre les 3 oblasts, vous voyez, là où il y a marqué Donetsk, légèrement plus à gauche, et Pokrovsk qui est un petit peu plus au nord, dans l'oblast de Donetsk, un petit peu plus au nord-est. Donc il y a déjà des avancées russes dans l'oblast de Donetsk qui commencent à faire le tour pour se diriger vers Pokrovsk. Donc la manœuvre militaire paraît assez lisible sur la carte, autant qu'on puisse le savoir. On a peu d'informations du terrain et notamment on ne sait pas dans quelle mesure les Ukrainiens sont capables de couper cette remontée donc vers le nord a priori des forces russes. Après, la phrase de Poutine, elle est implacable et elle nous dit tout. Ce qu'on essaie de vous expliquer, enfin moi personnellement quasiment depuis le début de la guerre, c'est que Poutine ne s'arrêtera pas
pas, il ne s'arrêtera jamais. Il a un objectif en tête qu'il a certainement depuis qu'il est arrivé au pouvoir fin 99, l'an 2000, c'est de ramener au bercail, entre guillemets, les pays qui se sont égarés, à commencer par l'Ukraine, qui est le plus grand d'entre eux, le plus emblématique pour les Russes, puisque pour les Russes, grosso modo, ça ne fait qu'un pays. Il y a pas, l'Ukraine n'existe pas, les Ukrainiens n'existent pas, à part des ukraino-nazis qu'il faut de toute façon éradiquer. Et tout est bon pour cela. Le militaire, comme... Bon, moi je coupe, c'est parce que ce qui est intéressant, c'est ce que j'ai noté depuis longtemps et qui est devenu le système de logiciel du raisonnement occidental. Le problème des Occidentaux aujourd'hui, c'est qu'à force d'avoir cru que leur mot, c'était l'évangile, et qu'ils étaient sur le performatif, ils pensent que là où eux, ils définissent le début du problème, c'est ça la cause du problème. Ce qu'il est en train de dénoncer, c'est la conséquence. C'est la conséquence du problème. La cause du problème est la trahison des Occidentaux par rapport à l'extension de l'OTAN vers la Russie. La base du problème, c'est cela. Pour éviter que ça ne soit un problème, la Russie voulait intégrer l'OTAN. Ils ont refusé. Pour éviter que ça ne soit un problème, en 2007, Poutine, au sommet de l'OTAN de Munich, a dit qu'il fallait arrêter l'extension. Là encore, ils se sont moqués de lui. Ils ont voulu rentrer insidieusement en Crimée. C'est pour cela qu'on leur a pris la Crimée en 2014 sans tirer un coup de feu. Parce qu'ils étaient en train de prévoir de faire des constructions en Crimée. Et c'est pour cela qu'on leur a pris la Crimée et qu'ils se sont fâchés, ils ont sorti la Russie du G7. C'est tout cela que ces gens-là oublient. C'est qu'ils oublient que c'est tout ce que Poutine a fait comme appel du pied à l'Occident pour que les choses se passent bien. Ils oublient tout ça. Et aujourd'hui, ça devient « il veut ». Non. Quand il disait qu'il veut faire partie de l'Occident, il veut qu'il n'y ait pas un problème. Vous l'avez rejeté. Vous l'avez rejeté d'entrer en OTAN. Vous l'avez rejeté de tous les rapprochements qu'il a essayé de faire entre la Russie et l'Occident. Aujourd'hui, vous êtes là à pleurer les conséquences de ce que vous-même vous avez provoqué. Et maintenant, vous voulez inventer sur lui les causes des problèmes qui sont les conséquences que vous avez fait. On le voit là, avec une machine qui s'est mise en route, très difficile à arrêter, mais même pour Vladimir Poutine, en fait, il ne peut pas arrêter cette machine. Sauf lui à tomber comme on tomberait de vélo. Et puis... Ah oui, bien évidemment. Vous êtes parti vous emborber en Irak, en Afghanistan pendant 10 ans. Et en plus de ça, pour rien apporter là-bas, pour semer le chaos et voler. Et vous êtes parti 10 ans après, la queue sous le bras. L'humiliation totale, ça, c'était pas un problème. Mais que la Russie qui a mis en place toute cette machine et qui voulait, ne serait-ce que 2 mois plus tard, après avoir conquis l'Ukraine, que tout ça s'arrête, vous avez voulu que ça continue. Parce que vous étiez persuadé que vous aviez les bonnes données sur la Russie et que vous allez la faire s'effondrer. Vous avez voulu que ça continue. Et maintenant qu'il est en train de vous battre, ça devient, il ne peut plus s'arrêter. Ben oui, c'est une grosse machine. Tous ces gens-là qui s'inscrivent dans l'armée, tous ces gens qui rentrent dans l'armée, eh ben, on ne peut pas tout démanteler du jour au lendemain. Non seulement, déjà, il faut que la cause pour laquelle on a fait tout ça soit résolue, mais après ça, il faut que ça soit étape par étape pour qu'on puisse permettre à toutes ces personnes de retourner dans la vie civile. Et il n'y aura pas beaucoup de problèmes non plus à remettre ces gens-là dans la vie civile, surtout pour les soldats les moins gradés, puisque la Russie est en flux tendu. Elle est en manque de main-d'œuvre et qu'il y aura plein d'opportunités pour ceux qui vont rentrer à la maison de trouver du travail. Certes, ils ne seront pas aussi bien payés que dans l'armée, mais si la Russie réussit à avoir les victoires qu'elle veut, eh ben, pour que ça s'arrête pour sauver l'Ukraine, l'Occident sera obligé de lui rendre ce qui est à elle. Et à partir du moment où l'Occident va rendre à la Russie ce qui lui revient du droit, eh ben, il y aura directement un bond qualitatif pour la Russie.
Parce que la Russie arrive à faire tout ça en étant sous sanction, en ayant subi une bombe nucléaire économique. Vous imaginez, heureusement que c'était une bombe nucléaire économique, donc s'ils enlèvent les effets, quel sera le positif pour la Russie? Énorme. Mais en ce moment-là, la Russie ne sera pas en obligation de donner ou de tendre la main à l'Occident qui est déjà en train de s'étouffer elle-même. Pour le reste, il s'en remettra à la négociation et à la politique, mais dans très longtemps. Il n'est pas du tout pressé. Le but, c'est de remettre à Kiev, la capitale de l'Ukraine, un président qui soit tout à sa botte, comme c'était le cas en 2004 et comme jusqu'en 2004, et comme c'était le cas à nouveau jusqu'en 2014. 2014. Donc ça veut dire que les 4 oblasts annexés par la Russie, ça ne suffira pas. Ça ira plus loin. En tous les cas, on voit bien si on... Écoutez bien son intervention à elle. C'est elle qui me fait le plus de peine. Elle qui était si enthousiaste. Elle qui propageait le mensonge occidental quand ils pensaient tous que eux, ça allait être eux qui allaient manipuler Donald Trump pour que Donald Trump fasse le sale boulot à leur place et fasse plier Poutine. Maintenant, écoutez eux-mêmes comment ils pleurent. Maintenant qu'ils se rendent compte que voilà, Trump, lui, bien plus que les Européens, a compris que l'Ukraine avait déjà perdu et que ce n'était pas la peine de jeter son argent dedans. Regardez comment eux tous, ils sont déçus. C'est ça qui me fait de la peine. Regardez même son discours ici quand elle va intervenir. Franchement, ça fait de la peine. On regarde la carte des oblasts, que ces derniers temps, les Russes ont aussi mis un pied à Soumy, de l'autre côté. On en est à 7 au total. Dnipro, il passe en effet la frontière administrative. Alors, Peskov, le porte-parole du Kremlin, disait il y a quelques jours, parce que ça fait plusieurs jours qu'il pousse dans cette direction-là, on veut mettre en place une zone tampon pour protéger l'oblast de Donetsk que les Russes revendiquent comme faisant partie déjà de la Fédération de Russie. Mais ce qu'on voit, c'est un grignotage quand même qui progresse doucement, mais sûrement, ils avancent. Il y a une pression maximale qui est mise sur les 1200 km de front, et les Russes voient bien où ça commence à affaiblir pour essayer d'enfoncer. Ils essaient d'utiliser des euphémismes. Ils essaient d'utiliser des euphémismes pour ne pas reconnaître que le front ukrainien est en train de s'effondrer. Là où la Russie est en train de mettre le pied à Dnipro, c'est l'arrière du front. Donc ça veut dire que les Russes ont percé le front ukrainien. Ils essayent d'utiliser des mots pour ne pas le reconnaître, mais ce qui se passe concrètement, c'est ce qu'ils craignaient tous. C'est que la Russie a percé le front ukrainien. Il est sur le dos de soldats ukrainiens, puisque on voit bien que toute cette partie, il y a encore des soldats ukrainiens, et même jusqu'à ici, et que là où ils sont rentrés, il n'y aura pas de résistance. Et s'ils rentrent bien, ils peuvent revenir sur le dos de tout le front carrément, en tout cas de tout ce front-ci. Et ça sera pareil de ce côté. Et c'est pour cela aussi, il disait, ça sera beaucoup plus facile, une fois qu'ils vont rentrer dans Dnipro, de sortir ici dans le dos des Ukrainiens et d'aller vers Odessa, que de traverser le fleuve où ils sont vulnérables. C'est les lignes. Après, moi, je me demande aussi si ce ne sont pas des gages territoriaux que pourraient prendre les Russes. On sait que Louhansk, Donetsk, Zaporijjia, Kherson, ce sont les régions qui déjà officiellement font partie de la Fédération de Russie. Passer ces frontières et reprendre une partie de ces territoires, par exemple dans la zone de Dnipro, si un jour il faut mettre quelque chose sur la table, ça peut faire partie d'un échange aussi de territoires, sachant qu'ils ont maintenant Louhansk en entier, mais que Donetsk, la région, elle n'est pas complètement occupée. Les Russes ont environ les 2 tiers de cette région-là. Donc ils passent de l'autre côté, peut-être un jour pour dire... on rend ça, mais alors on prend tout l'oblast en entier de Donetsk. Donnant. Ça peut être en tous les cas un point d'appui dans une négociation, mais en même temps on sent, et on l'entendait encore avec Poutine, on sent Poutine tellement déterminé à pousser son avantage en ce moment, avec les livraisons d'armes américaines qui sont en train de s'arrêter, en tous les cas pour certaines armes, avec quand même une armée russe qui est en train de monter en puissance. Il y a 15% de plus d'effectifs dans l'armée
l'armée russe aujourd'hui qu'il n'y en avait au début de la guerre. Voilà, ça c'est leurs propres données. On ne va même pas corriger. Ça c'est leurs propres données. Donc selon eux, qui disent que l'armée russe aurait perdu, souvenez-vous, ils chiffraient même les pertes russes jusqu'à 1 million. Donc l'armée russe était 1 million avant le début du conflit. 3 ans après, elle est presque à plus d'1 million. Et donc, je ne sais même pas comment dire ça, comment imaginer ça. Ce qui est sûr, c'est que, à la lumière de toutes les informations que nous avons vues ici sur cette chaîne, probablement que l'armée russe est supérieure à l'armée ukrainienne. Mais les vrais chiffres, nous ne connaissons pas forcément. Et nous savons aussi que la Russie aura nécessairement besoin d'une armée plus grande que quand elle est rentrée en Ukraine, parce que l'OTAN a élargi ses frontières jusqu'à la Finlande et la Suède. Et que ces endroits-là où il n'y avait pas de base militaire russe avant, la Russie va construire des bases militaires pour faire face aux pays baltes. Et donc, et aussi pour garder l'OTAN en respect, il leur faudra une armée aussi grande. Parce que s'ils ne sont pas allés en Russie, c'est parce que, un, la Russie a l'arme atomique, mais aussi deux, parce que la Russie a des gros effectifs. Si la Russie se serait affaiblie avec leur bombe nucléaire économique, ils prévoyaient déjà de venir en Ukraine pour botter les Russes dehors. La surprise a été de voir que voilà, ils se sont totalement gourés sur la Russie. Et surtout, après leur offensive où ils ont mis de l'argent, des Abrams, des machins, de Nini, quand ils ont vu qu'ils se sont fait taper, là ils ont jeté tous les espoirs. Ils ont dit bon, on va seulement essayer de trouver un moyen de faire en sorte que ça s'arrête. Mais bon, apparemment ça ne s'arrêtera pas à leurs conditions. Vladimir Poutine arrive à recruter. Or, on voit que côté ukrainien, c'est quand même très difficile, avec moins d'armes et maintenant des frappes, c'est ce que nous expliquera certainement Marianne Kotonov à Kiev, mais sur des centres de recrutement de l'armée ukrainienne. Donc cette offensive d'été, on voit qu'elle commence à quand même à monter en puissance. Peace out.